Merci beaucoup, chers collègues. Merci pour votre invitation. Comme je le disais lorsque nous nous sommes retrouvés, c'est une première pour moi d'être ici. Donc, je suis vraiment particulièrement honoré. Ça me permet aussi de découvrir votre belle région. Vous remercier donc pour cette invitation. M'excuser parce que je suis un petit peu malade, comme vous pouvez l'entendre. Donc, peut-être qu'à des moments, j'aurai une petite interruption médicale, technique, mais normalement, ça devrait aller. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici pour échanger avec vous. Alors, je vais parler quand même un peu longuement d'abord. J'essaie de ne pas être trop long, mais surtout ensuite pour échanger sur ces questions qui, vous allez le voir, sont des questions que je vais présenter comme un non spécialiste, puisque je suis historien du droit et absolument pas spécialiste de vos questions. Donc on va aussi ici avoir un dialogue ensemble entre non spécialistes. Ce sera parfait. Donc cette communication s'intitule « Le droit parmi les SHS. Quelques considérations d'un historien du droit sur la recherche juridique ». Quelques considérations pour vous dire que c'est un propos qui est libre, qui va être très général, peu novateur. Comme je vous l'ai dit, je suis historien du droit, pas spécialiste des SHS en général, et par conséquent, je vais présenter des grandes idées assez générales qui vont nous permettre surtout de discuter ensemble d'aspects méthodologiques. Mon propos sera peu formalisé, une formalisation limitée du discours, en tout cas une formalisation qui ne correspond absolument pas à la formalisation universitaire du discours juridique, puisque là, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est déjà ma première partie, et qu'il y en aura 5, et que ces 5 parties sont toutes divisées en 3 points, et que ces points sont de format et d'importance absolument inégales. Par conséquent, pas de rigueur du point de vue formel dans cette présentation. Et enfin, un propos qui est non exhaustif. C'est un sujet immense sur lequel il y a une littérature particulièrement vaste. Et donc, je vais simplement ici aborder quelques points qui sont en lien avec mes propres champs de recherche, puisque, évidemment, à la fin de cet exposé, je vous parlerai quand même un peu de ce que je fais, même pas que à la fin, mais surtout à la fin. Et donc, ce propos est lié à mes recherches. Et comme l'indique cet intitulé, je suis un historien du droit. Je suis un historien du droit et c'est assez important ici pour comprendre mon propos, pour comprendre ce que je vais vous dire. Et j'aborde un point ici important qui est de vous dire d'où je parle. C'est un principe central des sciences sociales qui permet d'éviter un certain nombre de biais de la recherche. Il faut savoir d'où l'on parle et il faut le dire. Et les juristes, et moi y compris, puisque je suis un juriste, je vais y revenir, ont parfois du mal à dire d'où ils parlent. Nous en parlions rapidement, très rapidement au déjeuner. J'ai regardé il y a quelques jours la conférence qu'a donnée ici Laureline Fontaine, il y a 2 ans, et elle évoquait en partie cette question à travers le problème de l'engagement des juristes. Elle parlait de la question de l'engagement des juristes dans leur analyse, et elle disait que les juristes tentent souvent de se présenter comme des chercheurs sans engagement. Et la question ici, c'est la question de la neutralité de l'analyse. Un des points importants des SHS sur lesquels je reviendrai, c'est qu'en réalité, tout travail de recherche est situé et qu'il convient d'avertir le lecteur de la situation de cette recherche et de son auteur. La position qu'il adopte, qu'il a dans le champ, permet d'expliquer un certain nombre d'éléments qu'il va présenter. Alors ce positionnement, ce n'est pas forcément un positionnement politique partisan, pas du tout. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas nécessairement. C'est un positionnement qui permet de comprendre aussi des éléments contextuels de la recherche, et ça, en tant qu'historien, c'est également un point auquel je suis attaché et sur lequel je reviendrai peut-être un peu rapidement. Et donc, ici, en termes de positionnement, je suis venu vous parler de méthodologie et plutôt de pluri, voire d'interdisciplinarité. Et donc, pour comprendre
ces éléments, il faut que vous sachiez un certain nombre de choses sur moi. Et donc, ça va me permettre de vous parler un peu longuement de ce qui m'intéresse le plus, moi-même, et surtout d'illustrer ces éléments méthodologiques à travers mes recherches. Alors, ce point de vue, tout d'abord, il est personnel, et cela s'explique en partie par ma formation, qui est elle-même marquée par la pluridisciplinarité. Donc, pour le faire bref, mais pour vous donner ces éléments, je suis juriste de formation, donc j'ai un cursus de droit commencé en première année et terminé par un doctorat complet, mais en même temps que mes études de droit, j'ai fait des études d'économie et gestion que certains connaissent ici grâce à votre camarade, donc qui font que j'ai aussi une formation en économie et en gestion pendant ma formation initiale. Puis ensuite, j'ai fait une formation en histoire à la fin de mon doctorat à l'École nationale des chartes. Et donc, j'ai aussi une formation d'historien. Donc, si de base et de manière essentielle, la plus importante, je suis juriste, mon parcours fait que j'ai été sensibilisé aux méthodologies d'autres matières très tôt dans mon parcours, en économie, en gestion et en histoire, donc des questions liées à cette présentation de sciences humaines et sociales. Ensuite, ce point de vue, il est situé scientifiquement par rapport à mes sujets de recherche. Sur quoi est-ce que je travaille ? Je travaille sur l'émergence de la modernité juridique et plus généralement plus précisément sur les savoirs juridiques à la Renaissance, plus spécialement la Renaissance française, à la fin du XVe et au XVIe siècle, à travers différents axes, l'histoire de la pensée juridique, l'histoire du droit des affaires et l'histoire du livre juridique. Mais à travers ces différents points, mes recherches portent plus précisément et principalement sur l'humanisme juridique. Quelques mots rapides, comme vous n'êtes pas historien du droit, mais je ne doute pas que vous ayez déjà entendu parler de l'humanisme juridique, mais je me dois de rappeler, pour que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'est l'humanisme juridique. L'humanisme juridique, c'est un courant qui apparaît en Italie au cours du XVe siècle, puis qui se développe dans toute l'Europe durant le XVIe siècle, qui vient rénover et profondément transformer les méthodes d'étude du droit, les méthodes médiévales, qui étaient principalement des méthodes scolastiques d'étude du droit, sont rénovées par des juristes qui appliquent à l'étude du droit, et plus spécifiquement des droits savants, du droit romain et du droit canonique, les méthodes de l'humanisme. Et les méthodes de l'humanisme, elles sont relativement bien connues. Parmi ces aspects méthodologiques de l'humanisme, le point, moi, qui va m'intéresser ici, c'est l'encyclopédisme de la Renaissance et l'encyclopédisme des humanistes. À la Renaissance, l'encyclopédisme, j'ai mis ici des passages d'Ange Policien et de Guillaume Budet, c'est l'idée suivante, l'idée que, vous le voyez, si je lis par exemple Ange Policien, le cercle de la science que nous appelons encyclia, ou encore un passage de Guillaume Budet, faisant d'Icelle une perfection des arts libéraux et sciences politiques, qu'on appelle en grec encyclopédia, qui veut autant dire, pour le déclarer brièvement, érudition circulaire, ayant l'édit sciences et disciplines, connexité mutuelle et cohérence de doctrine et affinité d'études, qui ne se doit ni peut bonnement séparer ni détruire par distinction de faculté ou de profession, pour ce que toutes les sciences s'entretiennent comme font les parties d'un cercle qui n'a ni commencement ni fin. Donc, encyclopédia, c'est donc l'idée que tous les savoirs, toutes les connaissances sont inscrites dans un cercle.
et que la connaissance est circulaire. Ce principe, les juristes qui appliquent les méthodes humanistes vont le mettre en œuvre pour l'étude du droit, et spécialement donc pour l'étude des compilations de droit romain et de droit canonique. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à mobiliser l'ensemble du savoir, l'ensemble des savoirs disponibles pour la compréhension de ces textes de droit qui contiennent des dispositions extrêmement techniques et en droit romain et en droit canonique. Cette mobilisation, c'est vraiment une mobilisation de tous les savoirs. L'agronomie, l'architecture, l'astronomie, la biologie, la géographie, la grammaire, l'histoire, la littérature, les mathématiques, la médecine, la philologie, la philosophie, la poésie, la rhétorique, la théologie. Tout ce qui est disponible peut être utilisé pour la compréhension des textes juridiques, et c'est ainsi qu'ils vont renouveler la compréhension de ces dispositions antiques qui sont contenues dans le corpus Iuris Civilis ou les dispositions contenues dans les textes de droit canonique. Cela suppose, quand on étudie les travaux des jurisconsultes humanistes de la Renaissance, un certain nombre de précautions méthodologiques qui, pour ce qui nous intéresse ici, peuvent être résumées ainsi. Voir qu'il n'y a pas dans leurs écrits de frontières étanches entre le juridique et le non-juridique, puisqu'ils ont une vision plénière des savoirs, dont fait partie le savoir juridique, et ce qui implique pour le chercheur sur ses travaux de ne pas raisonner selon une logique d'hybridité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nos auteurs ne font pas, ces auteurs, les auteurs de la Renaissance, ne pensent pas faire du droit et de la littérature ou du droit et de la grammaire. Ils font du droit en mobilisant la grammaire. C'est vraiment ça le point de départ de leur recherche, et c'est un biais assez compliqué pour nous qui vivons dans un environnement qui est disciplinairement compartimenté, très fortement, qui fait que nous pensons selon une logique d'hybridité, où on va mélanger notamment des méthodologies, des approches. Ces juristes de la Renaissance, ce n'est pas leur optique. Et donc, il est important de s'en rendre compte et de le prendre en compte pour analyser leurs propres travaux. Donc moi, l'essentiel de mon travail consiste à analyser les travaux de ces juristes, l'un d'entre eux plus particulièrement que j'ai longuement étudié qui s'appelle Jacques Cujas, mais d'autres juristes de cette époque. Et donc, pour comprendre ces textes, il faut d'ores et déjà se placer dans une position de décloisonnement disciplinaire qui n'a pas de sens en réalité complètement, qui n'a pas un sens complet en tout cas pour la Renaissance. Troisième élément, toujours pour vous expliquer d'où je parle, zut, c'était pas du tout ça, mais tant pis. Ce point de vue est situé institutionnellement aussi. Donc, mon point de vue est personnel, mes études, situé scientifiquement, mes champs de recherche, et il est situé institutionnellement, en particulier du fait de mon centre de recherche, puisque mon propos s'inscrit dans un environnement institutionnel particulier, qui est le laboratoire de recherche que je dirige, qui s'appelle l'Institut de recherche Montesquieu. Et ce laboratoire de recherche est un laboratoire de recherche dont le projet scientifique lui-même est la mobilisation des sciences sociales pour l'analyse du droit et de la politique. Puisque ce centre de recherche, c'est un centre de recherche principalement composé d'historiens du droit et de politistes, qui est issu lui-même qui est issu du regroupement de deux équipes, une équipe d'historiens du droit et une équipe de politistes. Et dans son projet de recherche, ce laboratoire a fixé une approche qui se veut résolument pluridisciplinaire,
à travers la mobilisation de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, des études en civilisation, pour comprendre les phénomènes juridiques et politiques. Donc il y a des historiens du droit, il y a des politistes, mais il y a aussi des historiens, des économistes, des anthropologues qui font partie de ce laboratoire. En outre, au sein de ce laboratoire, personnellement, j'appartiens à l'équipe des historiens du droit, qui est le Centre aquitain d'histoire du droit. Et le Centre aquitain d'histoire du droit lui-même a un positionnement méthodologique relativement marqué, même fortement marqué, concernant l'histoire de la pensée juridique. Donc la spécialité du Centre aquitain d'histoire du droit, c'est de faire de l'histoire de la pensée juridique. C'est une histoire, c'est une partie de l'histoire du droit qui insiste fortement sur la distinction entre l'étude des règles juridiques du passé, du droit substantiel du passé, et l'étude des discours sur le droit, et des discours du passé sur le droit, qui introduit dans ces recherches nécessairement, par cette prise de position, des éléments extérieurs au champ juridique, puisqu'elle se veut une socio-histoire, une histoire contextuelle, et donc elle-même déjà un élargissement de la méthode historique. Et donc moi-même, en intégrant ce laboratoire, quand je suis arrivé à Bordeaux, ça a encore plus renforcé la marque sciences humaines et sociales, sans doute, de mes travaux. Toutes ces précautions méthodologiques sont nécessaires pour vous parler du fond de mon propos, qui est donc ici la question de la recherche juridique. Qu'est-ce que j'entends par recherche juridique et de quoi je vais vous parler de manière générale? La recherche juridique, vous le savez bien mieux que moi, recouvre une multitude de travaux, des travaux qui prennent des formes extrêmement différentes. Je ne vais absolument pas parler ici de vous faire une typologie des travaux des juristes, de la note d'arrêt à l'article de doctrine, en passant par le traité. Ce n'est pas mon propos. Cette recherche, elle porte sur des objets, des questions extrêmement variées. Ici, je pense que vous êtes donc internationaliste, comparatiste ou européaniste. Donc déjà, vous-même, vous avez entre vous des objets extrêmement variés. Vous voyez, moi, je travaille encore sur quelque chose de complètement différent. Je ne vais pas en parler. Je vais simplement ici donner un panorama général selon une question de méthode. Je vais distinguer ces travaux en fonction du point de vue adopté par l'auteur du travail considéré, en distinguant la recherche juridique qui est un discours internaliste sur le droit, la recherche juridique qui est un discours internaliste modéré, et la recherche juridique qui adopte un discours externaliste. Alors, tout d'abord, un discours internaliste, une partie de la recherche juridique adopte une méthode purement internaliste. C'est bien connu. Je reprends ici la définition que donnent Hugues Dumont et Antoine Bayeux dans un numéro de Droit et Société consacré à cette question, qui s'intitule « Sciences sociales, droit et sciences du droit, le regard des juristes », un numéro de Droit et Société de 2010, qui contient un certain nombre d'articles très intéressants sur cette question. Que nous disent-ils? Ils la décrivent ainsi. Elle a pour mission, donc cette recherche qui adopte un point de vue internaliste, elle a pour mission de décrire le système juridique plus ou moins cohérent, formé par l'ensemble des règles du droit en vigueur, telles qu'elles sont énoncées par les organes de création du droit et interprétées ou évaluées et mises en œuvre par les organes d'application du droit dans un domaine plus ou moins large. Il lui appartient aussi de fournir les explications et les évaluations juridiques qui lui permettent de justifier ou de critiquer les interprétations et les évaluations produites par les organes de création ou d'application du droit. D'accord. Ils ajoutent à la fin de leur présentation que la fonction de cette recherche est mi-descriptive, mi-prescriptive. Cette recherche, vous la connaissez relativement bien. Alors,
une question dont on discutera peut-être ensemble à la fin de cet exposé. Est-ce que cette recherche est la recherche qui est quantitativement la plus importante au sein de la recherche juridique? Une question que je vous pose. C'est un constat qu'on fait généralement. On dit généralement, la recherche juridique est une recherche internaliste. Elle explique le droit par le droit. Elle analyse le droit comme un ensemble autonome qui s'explique par lui-même. Est-ce que ce constat, vous le vérifiez ou pas? C'est une question que je vous pose et en tout cas dont on pourra discuter ensemble. Parce que, du coup, pour caractériser cette recherche, on peut dire que c'est une recherche juridico-juridique de juristes. Il n'y a pas de, vous allez voir, il n'y a pas de jugement de valeur. Je ne dis pas que c'est moins bien ou mieux, c'est un constat. C'est une recherche internaliste. Le droit est autonome et il s'explique par lui-même. On peut l'expliquer par lui-même. C'est un moyen d'analyse. Un autre type de recherche juridique, elle, adopte un point de vue interne modéré. Une partie de la recherche juridique donc a une méthode qui reste internaliste mais qui s'ouvre à d'autres savoirs autres que le droit. L'idée ici c'est de décrire et d'expliquer le système juridique, y compris les aspects précédents, à l'aide non seulement d'éléments juridiques, mais aussi d'éléments extérieurs au droit. Et parmi ces éléments extérieurs au droit, l'essentiel est tiré des sciences humaines et sociales, d'autres SHS, sachant que dans ce point de vue, on tient compte, et je reprends toujours Dumont et Bayeux, nous disent-ils, en tenant dûment compte du point de vue interne, à la différence de la démarche internaliste. Le but poursuivi ici n'est plus d'ordre pratique ni d'ordre prescriptif, il est en principe purement cognitif, même s'il est très possible que cette activité scientifique produise certains effets pratiques. Je pense que vous voyez déjà de quel type de recherche je parle. Juste une précision, Dumont et Bayeux adoptent une typologie qui est différente pour le point de vue internaliste, ils appellent ça la doctrine, et pour le point de vue internaliste modéré, ils appellent ça la science du droit. Moi, j'ai repris leurs définitions qui me conviennent, mais j'ai écarté leur typologie. Si vous voulez, ça aussi, on pourra en reparler tout à l'heure. Ce qu'ils expliquent, et ce que vous voyez, c'est que c'est une démarche qui cherche, disent-ils, à se séparer du, et je les cite, positivisme ambiant, c'est-à-dire, écrivent-ils, un mode d'approche du droit caractérisé par la volonté d'isoler celui-ci, le droit, de tout élément extérieur au droit positif, tel qu'il a été édicté par l'État, et qui refoule toute considération extra-juridique comme non pertinente pour la science du droit. Dumont et Bayeux nous disent « L'autonomie du droit est réelle et il est essentiel de bien en prendre la mesure, mais elle n'est que relative. » Pour autant, vous le voyez ici, donc, l'idée c'est de faire une recherche qui tienne compte l'idée c'est de faire une recherche qui tienne compte de l'autonomie du droit et qui doit donc être une recherche faite par des juristes qui peuvent seuls véritablement comprendre l'autonomie du droit, mais cette autonomie étant relative, cette recherche s'ouvre à des explications extra-juridiques. Donc le juriste lui-même doit être formé à des éléments sociologiques, historiques, anthropologiques ou autres, qui vont lui permettre d'élargir ses explications juridiques. C'est un point de vue interne, un point de vue de juriste, mais modéré dans la mesure où il accepte de prendre en compte des explications extra-juridiques. C'est donc une recherche juridique, une recherche sur le droit, faite exclusivement par des juristes, mais qui mobilise ponctuellement, au-delà du droit, une recherche juridique de juristes ouvert au SHS. Troisième type de recherche juridique dans cette typologie, un discours externaliste. C'est-à-dire que l'on peut envisager, et il existe, vous le savez, une recherche juridique qui adopte un point de vue externe, total ou modéré. Cette recherche recouvre en particulier les travaux
consacré au savoir juridique, au moins pour ce qui concerne ce type de recherche faite par des juristes. Et si je devais reprendre la typologie Dumont et Bayeux, qui donc donne doctrine et ensuite sciences du droit, eux ils s'arrêtent là. Moi j'ajouterais un troisième point qui serait savoir juridique. Les savoirs juridiques, c'est en effet un élargissement, puisque les savoirs juridiques, c'est plus large que la seule question de la science du droit, en ce que elle considère que la place du droit est dans toute la société, en interrogeant toutes les manifestations qui ont une dimension juridique, et non le droit en tant qu'ensemble clos de règles. Ça, j'y reviendrai sans doute un peu plus tard. Ainsi, la science juridique, on vient de voir, celle pratiquée par les juristes de profession, n'est qu'un savoir juridique parmi d'autres. La science juridique prend place dans cet espace pluriel, mais elle se détache de lui par un territoire propre. C'est un savoir particulier qui est fortement contrôlé, qui est discipliné, qui est professionnalisé et qui cherche à monopoliser la légitimité du discours juridique. Ça aussi, j'y reviendrai. Si on élargit la focale et qu'on s'intéresse au savoir juridique, on a une approche, une recherche qui adopte un point de vue plus large, puisque sont inclus dans ces recherches des réflexions qui ne sont pas que des réflexions de juristes. Donc les sources non juridiques et les travaux des non-juristes sont pris au sérieux, y compris s'ils ne sont pas formulés dans des supports reconnus par la communauté des juristes. Ainsi, la recherche sur les savoirs juridiques prend au sérieux, et là je cite ce que font notamment mes collègues du Centre Aquitain d'Histoire du Droit, la production des profanes, tout autant que celle des professionnels du droit, et cette production peut nous en dire aussi beaucoup sur ce qu'est le droit, et de manière générale sur les savoirs juridiques. Le savoir juridique est aussi considéré comme un savoir en lien et intégré à d'autres savoirs. Cette recherche est donc une recherche sur le droit, au sens large, faite par des juristes et par des non-juristes, qui mobilisent l'ensemble des sciences humaines et sociales. Donc, résumer ça, une recherche juridique de chercheurs en SHS, y compris des juristes. Et là, j'aborde déjà peut-être un point que nous discuterons dans notre recherche. Les juristes sont-ils des chercheurs en SHS ? J'en arrive donc à cette question qui faisait l'intitulé même principal de ce propos. Le droit parmi les SHS. D'abord de la théorie, et puis ensuite un peu de pratique à travers les programmes de recherche que je coordonne. C'est un intitulé trompeur, nous allons le voir ensemble en 3 temps, puisque ce qu'on va voir surtout, c'est que dans le droit parmi les SHS, il ne faut pas entendre le droit comme SHS. Je ne vais pas ici essayer de m'engager dans une définition, une tentative de définition du droit. C'est premièrement pas mon propos et deuxièmement, nous aurions ensemble d'interminables débats. Mais ce qui est important, c'est que la définition du droit, ce n'est pas une évidence. Et ça, on le sait tous, on a tous fait face à cette difficulté. Mais ce qui est important, c'est de s'en rappeler, je pense, quand on fait de la recherche. Et de ne pas prendre l'objet juridique comme une évidence dans nos papiers, dans une évidence pour le chercheur lorsqu'il aborde sa recherche. Le droit est difficile à définir et par conséquent, c'est une question qu'il faut se poser presque systématiquement. Or, il peut sembler parfois que les juristes ont tendance à essentialiser le droit. L'intérêt des SHS peut justement être d'éviter ce biais. S'intéresser aux SHS peut permettre
d'éviter ce biais qu'est l'essentialisation du droit, de dire que le droit serait une évidence dans la nature des choses. Le droit est difficile à définir, en particulier parce que pour définir le droit, il faut faire appel au droit. Le droit est un objet qui est défini par lui-même, ce qui, intellectuellement, forcément, soulève un certain nombre de difficultés. Et donc, l'intérêt des SHS aussi peut être d'essayer de regarder le droit par l'extérieur, si ce n'est pour le définir, parce qu'il va sans doute être impossible de définir le droit de l'extérieur, mais au moins d'en tracer des contours, et donc de permettre d'approcher cet objet autrement que par le droit lui-même. Alors, toutefois, si je ne peux pas définir le droit, et ce n'est pas mon propos, je vais quand même m'arrêter un instant sur des définitions du droit, ou en tout cas, il faut que je pose une définition préalable. Par exemple, on pourra en discuter ensemble aussi pendant les questions, la définition stipulative que propose Jean-Louis Alperin dans son introduction au droit. Il nous dit que le droit, comment définir le droit? Eh bien, il nous dit qu'une norme appartient au droit si elle est reconnue comme du droit par un ordre juridique. Donc on voit que le droit se définit lui-même. Ou si j'ouvre l'ouvrage de base pour trouver des définitions juridiques, le vocabulaire juridique de Cornu, que nous dit Cornu, il nous dit que le droit, c'est un ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société. Ces définitions, extrêmement simples, de base, même si on pourrait les discuter longuement, permettent tout de suite de vous montrer le caractère trompeur de mon intitulé, qui pourrait laisser entendre que le droit est une science humaine et sociale. Le droit, évidemment, ce n'est pas une science humaine et sociale. Le droit, c'est une technique humaine destinée à encadrer le fonctionnement social. Et cette technique, elle prend la forme de règles reconnues comme juridiques par d'autres règles, elles-mêmes juridiques, si je reprends la définition stipulative de Jean-Louis Alperin. Le droit n'est donc pas une SHS, mais il peut être l'un des objets des SHS. De même que l'homme n'est pas une science humaine et sociale, l'anthropologie qui étudie l'homme est donc une science humaine et sociale, la société n'est pas une science humaine et sociale, la sociologie est une science humaine et sociale, le temps n'est pas une science humaine et sociale, mais l'histoire en est une. Du coup, ma question, c'est si le droit n'est pas une science humaine et sociale, la science qui étudie le droit est-elle une science humaine et sociale? La recherche juridique est-elle une SHS, comme vous voyez, ce qui étudie l'homme, l'anthropologie c'est une SHS, ce qui étudie la société, la sociologie est une SHS. Alors, par conséquent, vous voyez qu'ici, je ne vais pas vraiment m'attarder sur la présentation des différentes façons pour les sciences sociales, les sciences humaines et sociales, d'aborder le droit, mais je vais vraiment plutôt m'interroger sur l'intérêt pour le juriste de recourir aux sciences humaines et sociales, voire de se considérer lui-même comme un chercheur en SHS. C'est ça qui se cachait derrière cet intitulé. Les SHS, par conséquent, que sont-elles? Pareil, c'est compliqué de définir de manière générale les SHS. Ce sont des sciences qui étudient l'homme en tant qu'être social, en ne s'appuyant pas de manière déterminante sur des explications biophysiques, on pourrait dire. Bon. Mais surtout, ce qui les regroupe, ce sont des éléments méthodologiques. Et c'est sur eux que je vais m'attarder rapidement, le temps avance, je parle déjà beaucoup trop. En particulier, je vais m'arrêter sur le rapport à l'objet d'étude, à leur objet d'étude qu'entretiennent les sciences humaines et sociales, et dont j'ai déjà un peu parlé dans ma présentation liminaire. La question ici, c'est la question de l'objectivité scientifique, qui est une question centrale dans les sciences humaines et sociales. Cette question de l'objectivité scientifique, elle renvoie à la question du rapport entre le sujet, le chercheur, et l'objet de la recherche. Ce n'est pas uniquement la question de la neutralité ou de l'engagement, comme je l'ai dit précédemment, c'est plus large, puisque l'objectivité scientifique passe par la formulation d'une problématique théorique nécessitant d'expliciter les questions et les hypothèses sur lesquelles elle repose.
Les chercheurs font parfois preuve, ce sont des études sociologiques qui l'ont montré, de sociocentrisme, c'est-à-dire qu'on étudie les phénomènes en fonction de ses propres valeurs et de ses références, les valeurs qui sont celles de notre groupe d'appartenance. Et pour nous, ici, autour de cette table, l'un de nos groupes d'appartenance, c'est l'appartenance aux facultés de droit, pour le dire simplement. En tout cas, à la communauté des professionnels de la recherche en droit. C'est pourquoi, nous disent les SHS, il est nécessaire d'avoir une véritable prise de distance, une distance analytique, à l'égard non seulement de ses convictions, mais aussi de son terrain, de son objet d'étude. Le chercheur en droit, donc, comme n'importe quel chercheur, doit être conscient de son rapport à son objet d'étude, et surtout, il faut l'expliciter en préalable. Ça aussi, c'est un enseignement des SHS. Expliciter ce rapport à l'objet d'étude permet au lecteur, à l'auditeur, de mesurer cette distance et donc de pouvoir évaluer elle-même la recherche. Cet objet d'étude, surtout, nous montrent les SHS, c'est une construction. L'objet d'étude est construit par le chercheur lui-même. Ça, c'est un apport méthodologique fort des SHS. Il n'y a pas de naturalité de l'objet d'étude dans les sciences humaines et sociales. Si cet objet existe bien, il a une réalité, il existe, on l'étudie, ce n'est pas une pure idée, ces contours, en réalité, sont construits par le chercheur lui-même à travers la problématique théorique qu'il va formuler. Et donc, c'est là tout le travail du chercheur en SHS, c'est de conceptualiser la réalité sociale. Le chercheur conceptualise son objet d'étude. Et donc, pour la recherche juridique, ça renvoie à ce que je vous disais précédemment, le droit n'est pas une essence. Et le juriste doit donc expliciter la construction de son objet d'étude, de l'aspect juridique qu'il étudie, et non postuler son existence de manière naturelle. Et être conscient de la manière dont on a construit son objet d'étude est déterminant pour la validité des conclusions et de la recherche en explicitant la distance que l'on adopte. Alors, au-delà de ces grands principes, il n'y a pas une méthode des SHS, évidemment, et un point important sur lequel j'aimerais insister dans les quelques minutes qui me restent, c'est que il y a des principes méthodologiques de base, mais il n'y a pas une méthode des SHS, et un autre enseignement que nous apportent les SHS, c'est sans doute aussi celui du pluralisme méthodologique. Les objets d'étude des sciences humaines et sociales sont nécessairement complexes, ils sont multidimensionnels, ils sont imbriqués. Par conséquent, leur étude nécessite la mobilisation d'épistémologies, de théories épistémologiques différentes et des méthodes qui correspondent à ces épistémologies différentes. Le droit, vous le savez très bien, est un objet particulièrement complexe et par conséquent, le droit peut faire l'objet de méthodologies variées et je dirais même doit faire l'objet de méthodologies variées. Il ne saurait exister une seule bonne manière d'étudier le droit. Et c'est là aussi un point de mon propos qui renvoie à ce que je disais précédemment. Il n'y a pas ici de jugement de valeur entre une bonne méthode et des mauvaises méthodes. Il y a une nécessaire interrogation sur les méthodes et ce que peuvent apporter chacune de ces méthodes. Or, et ça aussi peut-être ce sera soumis à discussion, on a tendance à dire que l'étude purement internaliste du droit, qui prévaudrait quantitativement, chercherait aussi à s'ériger comme la méthode légitime d'étude du droit. C'est une question que je vous pose. L'est-elle ? L'affirme-t-elle réellement ? Si c'est le cas, elle ne saurait être une méthode absolue et définitive de compréhension du droit, de la même manière que le discours externaliste ne saurait déclasser toutes les autres méthodologies. Toutes ces méthodes sont des méthodes parmi d'autres qui doivent à la fois s'enrichir des autres approches en même temps
qu'elles enrichissent les autres approches. Cela m'amène donc au troisième point de ces éléments théoriques, la technique et la théorie. Le droit, nous venons de voir, c'est une technique, ce qui fait que les spécialistes du droit se considèrent généralement comme des techniciens. C'est normal, pour être juriste, il faut être un technicien. Et c'est le cas en particulier des professionnels du droit qui mettent en œuvre cette technique, les praticiens. La question pour nous ici, c'est qu'en est-il des universitaires en droit et la recherche universitaire en droit est-elle, doit-elle être avant tout exclusivement une recherche technicienne? Quelle est la place de la théorie et surtout quelle est la place de la recherche juridique faite par les universitaires? Comme vous le savez, si je me contente ici de parler de la recherche juridique faite par les juristes, j'écarte la recherche sur les savoirs faits par des non-juristes, mais si je me contente de parler de la recherche en droit, sur le droit faite par des juristes, la question est de savoir quel peut être l'apport d'un universitaire en droit. Comme vous le savez, nous sommes ici des universitaires, mais nous n'avons pas du tout le monopole de la recherche juridique faite par des juristes, puisque un très grand nombre de publications sont le fait de professionnels du droit, de praticiens du droit. Et il est extrêmement logique que leurs publications soient des publications techniques, puisque ce sont eux qui maîtrisent sans doute le mieux la technique juridique, au sens premier du terme. Mais dans ce cas-là, la question c'est est-ce que les universitaires doivent faire le même type de recherche? Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, s'ils font le même type de recherche, qu'est-ce qui légitime leur existence, si ce n'est simplement enseigner le droit? Donc, qu'est-ce qui légitimerait leur existence en tant que chercheurs en droit? Et cette question, c'est sans doute la question de la théorisation. L'universitaire, si l'universitaire fait dans les papiers qu'il publie la même chose qu'un praticien en droit, quel est son apport propre? Il est faible. En réalité, ce qu'on attend de lui, je pense, c'est justement de théoriser le droit. Cette théorisation, elle peut se faire selon n'importe lequel des points de vue adoptés, qu'ils soient internes, modérés ou externes. La question n'est pas là. La question, c'est, encore une fois, de savoir comment on construit ces concepts et, par conséquent, comment on théorise. Et mon propos, rapidement, et ça c'est ce que je vais illustrer dans les quelques minutes qu'il me reste, c'est de montrer que les SHS peuvent être une ressource particulièrement frugifère pour la construction des concepts et donc aider très fortement le juriste universitaire à conceptualiser son objet et à conceptualiser ses recherches. Et donc, en cela, venir enrichir la recherche juridique. Alors, cela peut se faire de plusieurs manières. Soit le juriste universitaire lui-même cherche à acquérir de nouvelles connaissances et compétences en se formant au SHS. Compte tenu de la relative fermeture des facultés de droit, ce n'est pas dans notre cursus juridique qu'on est vraiment formé aux méthodes des sciences sociales ou des sciences humaines, assez peu. Soit, autre possibilité pour nous, mettre en œuvre des recherches collectives qui fassent appel à des chercheurs d'autres disciplines qui, eux, maîtrisent ces apports méthodologiques qui vont venir enrichir en retour nos propres recherches. Je vais en dire vraiment 3 points de 2 minutes chacun, de 1 minute chacun. On peut monter des programmes collectifs qui visent à un élargissement disciplinaire, à la pluridisciplinarité ou à l'interdisciplinarité. Bon, vous connaissez tout ça. Je vais simplement l'illustrer avec mes propres recherches. Je coordonne un programme qui s'appelle Regard croisé sur les méthodes des juristes, qui est un programme qui questionne l'épistémologie des juristes et plus particulièrement des historiens du droit, les méthodes
des juristes et plus spécialement des historiens du droit. Et donc l'idée là, je vous le dis, c'est avant tout une recherche juridique de juristes, mais où en réalité sont confrontés les points de vue de juristes appartenant à des horizons extrêmement variés et qui eux-mêmes, dans leur propre recherche, mobilisent des questions épistémologiques empruntées à d'autres champs disciplinaires. Et donc, par ce dialogue, par cette confrontation des diverses méthodes existant au sein même de la recherche juridique de juristes, eh bien, l'idée, c'est de travailler sur, ici, la question « À quoi sert l'histoire du droit ?» globalement, dans le paysage scientifique. Donc ça, c'est vraiment un programme de recherche collectif, mais mené par des juristes, avec des juristes, néanmoins, qui intègrent des apports des SHS, avec en particulier des philosophes du droit, des historiens du droit, des théoriciens du droit, et éventuellement un ou deux collègues non juristes. Des programmes pluridisciplinaires. Je coordonne des programmes pluridisciplinaires en histoire du droit des affaires, un programme qui est achevé qui s'appelait l'histoire de l'économie sans travail, qui a fait l'objet d'une première publication. Le second tome paraîtra en début 2020 et qui se poursuit aujourd'hui dans un programme de recherche en cours qui s'appelle Pour une histoire européenne du droit des affaires. L'idée cette fois, c'est vraiment de faire appel à des chercheurs extérieurs au monde des juristes pour étudier un objet qui est un objet des juristes, le droit des affaires, les dispositions substantielles de droit des affaires. Donc il y a aussi une étude du droit substantiel et pas du tout qu'une étude des discours sur le droit. Il y a des études extrêmement techniques. Et donc en mélangeant de manière très abondante, y compris dans des séminaires de recherche, des juristes et des non-juristes. Toutefois, ça reste un programme qui est construit par des juristes, coordonné par des juristes, dans des perspectives qui sont celles des facultés de droit. Et donc là, l'idée vraiment, c'est d'enrichir nos recherches en faisant appel de manière plus ponctuelle à des historiens, à des économistes, à des sociologues. Et enfin, l'idée d'essayer de pouvoir faire de l'interdisciplinarité. Alors ça, peut-être, on en reparlera un peu plus longuement parce que c'est un des grands enjeux. Je coordonne un réseau de chercheurs sur l'humanisme juridique qui, lui, se veut vraiment, essaye d'être en tout cas interdisciplinaire, puisque nous avons la chance d'avoir un objet d'étude qui est l'humanisme juridique dont nous avons parlé tout à l'heure, qui lui-même transcende les clivages disciplinaires actuels. Par conséquent, pour le comprendre, il faut que nous-mêmes, nous réussissions à maîtriser un minimum, ou en tout cas à mettre en commun les méthodes de chacun. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'avoir... Donc nous sommes des historiens du droit, des historiens, des philologues, des spécialistes de la littérature de la Renaissance, des spécialistes de néo-latin, des spécialistes d'histoire religieuse. Donc vraiment, l'idée c'est de balayer tout le champ disciplinaire des gens qui travaillent sur les humanistes, sur les juristes humanistes, qu'ils soient ou non juristes, et de travailler en commun au long cours pour s'interroger sur cet objet, et non pas en tant qu'il est juridique, mais en tant qu'il est un objet qui dépasse les clivages disciplinaires. Et ça, c'est assez complexe. Évidemment, c'est toute la question de l'interdisciplinarité. Est-ce que c'est vraiment viable ou pas ? Je pense que ça l'est quand vous avez un objet de ce type qui lui-même déjà initialement n'a pas été construit dans un cloisonnement disciplinaire fortement marqué qui fait que l'on peut s'entendre. Vous l'aurez compris, mon propos ici, c'était un propos forcément un peu prosélyte sur l'idée de dire que mobiliser des SHS, ce n'est pas mal.
Ça peut même être très fructueux, mais mon propos, c'est pas dire il faut impérativement non plus mobiliser les SHS de manière très large dans vos travaux. Ce qui est important, et ça c'est vraiment moi le message que je viens ici porter et discuter, c'est de s'interroger sur ces méthodes. Quand on est un jeune doctorant, on s'est généralement très peu posé de questions sur les méthodes, parce que dans les facultés de droit, on pose peu de questions sur les méthodes. C'est assez général, mais c'est particulièrement répandu dans les facultés de droit. Or, un travail doctoral est un travail méthodologique avant tout. Et donc, dès le départ de la thèse, il faut s'interroger sur la construction de son objet d'étude et pas le prendre pour une évidence. C'était surtout ça le cœur de mon propos. Après, le reste, ce sont des choses qui se rajoutent et qui se discutent, mais véritablement, c'est le questionnement méthodologique. Et ce questionnement méthodologique, on le trouvera avant tout en lisant des SHS, en lisant des questionnements méthodologiques que se posent des historiens, des sociologues, des anthropologues, évidemment aussi des juristes, mais il faut aller lire d'autres méthodes des SHS pour s'interroger sur sa propre recherche. Je vous remercie.